Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Un week-end placé sous le sceau du repos et de la récupération. Donc quand tu as voyagé là, tu ne t'es pas reposé? Non, parce que pas vraiment. Parce que le temps d'arriver à la maison, toi-même tu connais, il faut déballer les affaires. On t'a fait papa est venu chocolat et bonbons. Voilà. Donc je me suis couché tard. Et donc le dimanche, j'avais aussi un certain nombre de rencontres que je devais avoir. Surtout sur le cadre familial, parce que j'ai perdu ma tante le jour même où je partais, j'ai quitté le Gabon. Donc il fallait assister aux réunions et tout ça. Donc je me suis encore couché tard le dimanche, donc ce qui fait que je n'avais pas bien récupéré. En gros, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très très bien passé. C'était une conférence internationale. En fait, j'ai assisté à 2 événements. La première, c'était la 112e édition de la conférence internationale sur le travail. J'en avais parlé ici, en différé. Et puis la deuxième, c'était la conférence des ministres de l'Association internationale de la sécurité sociale. Donc, il faut savoir que le travail et la sécurité sociale vont toujours de pair, parce que le droit de la sécurité sociale découle du droit du travail. Donc, les avancées qu'il y a en matière de droit du travail ont une incidence directement sur la sécurité sociale. Et donc, c'est sous cette double étiquette-là qu'on était à Genève. Quand on ressort d'un événement comme ça, on ressort avec quoi pour un État? D'abord, juste des idées? Non, là, pour un État, c'est crucial dans la mesure où on confronte les positions, on confronte les expériences, d'accord? Et on arrive à un consensus qui permet de mettre en place de nouvelles normes. Et ces nouvelles normes-là vont engendrer de nouvelles lois qui vont être appliquées selon les spécificités au regard des intérêts ou de l'environnement spécifique de chaque État. Donc, c'est très important pour un État d'être présent à ces grandes messes-là, parce qu'elle permet justement de savoir ce qui se fait de mieux en matière d'amélioration de conditions de travail, tant sur la rémunération, sur la santé, sur la sécurité sociale, sur la lutte contre les exploitations de ce qu'on appelle des populations qui sont menacées, que ce soit les migrants ou bien des populations qui ne sont couvertes par aucune norme, notamment les travailleurs du secteur informel. Donc en fonction des pays et tout ça, et des réalités qui sont vraiment très très différentes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Donc vraiment participer à ce type de rencontre-là permet justement de s'enrichir personnellement pour les participants, et aussi pour apporter de nouvelles idées dans son pays, afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. C'est ce que je disais, on revient juste avec des idées pour améliorer les conditions. Non, mais ce sont ces idées. Au-delà des idées, il y a aussi les normes qui ont été adoptées là-bas. Maintenant, ces normes-là doivent faire l'objet de ratification par les différents pays. Et donc, c'est maintenant le travail, nous, des techniciens, des experts, on l'a fait à Genève. Maintenant, le travail des politiciens, qui est celui de ratifier justement les nouvelles normes qui ont été adoptées là-bas. Là, maintenant, c'est à eux de le faire. Maintenant, en tenant compte, bien entendu, des réalités de chaque pays. Parce que, par exemple, les réalités du travail qu'on a au Gabon, ce ne sont pas les mêmes qu'on a en Afrique du Sud, ce ne sont pas les mêmes qu'on a en Inde, ce ne sont pas les mêmes qu'on a, je ne sais pas, au Sri Lanka ou en Mongolie. Donc, chaque État, en fonction de ses spécificités-là, dans cette grande mosaïque de lois ou de normes qui auront été adoptées à Genève, chaque État va choisir ce qui l'intéresse. Et bien entendu, toutes ces discussions-là se sont faites dans l'esprit de la Convention 144, c'est-à-dire que les discussions se font toujours de manière tripartite entre les gouvernements, les représentants des salariés et les représentants des employeurs. D'accord, ok. Et donc, d'ici là, on va ressentir ça dans nos systèmes juridiques, nos systèmes de protection sociale. Oui, et non seulement. Ce qui est intéressant, par exemple, par la thématique de cette année qui était travail décent et protection sociale, c'est qu'aujourd'hui, on parle maintenant de la notion de travail décent. C'est-à-dire que le travail ne doit plus seulement être un moyen de subsistance par le biais de la rémunération que l'on reçoit en échange de la force de travail que l'on produit.
mais le travail doit être aussi un moyen d'épanouissement personnel. D'accord? Donc, ça veut donc dire qu'au-delà de la rémunération, il y a d'autres éléments qui doivent rentrer en compte et qui concourent au bien-être de l'individu. C'est là où la sécurité sociale entre en lice, notamment pour la protection contre les maladies ou contre les aléas sociaux auxquels sont confrontés les salariés. C'est là aussi il y a la question de la formation, la question de la santé, de la protection, la santé, de la sécurité au travail. Donc, comment est-ce qu'on organise un environnement qui permettent aux travailleurs de travailler aux salariés de travailler en toute sécurité, en aménageant des temps de travail qui lui permettent des temps de récupération entre de longues périodes de travail, en mettant en place toutes les normes en matière de sécurité pour faire face à certains dangers, notamment le risque bactériologique, parce que vous avez certains domaines, notamment dans l'industrie chimique ou dans l'industrie pharmaceutique, où les travailleurs font face à un certain nombre de dangers. Et puis aussi, il y a eu des thématiques liées à l'actualité du moment, notamment la question de l'intelligence artificielle, dans laquelle, évidemment, il fallait se demander quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans le monde de l'emploi. Est-ce que c'est une menace, dans la mesure où est-ce que l'intelligence artificielle, avec ses capacités, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas se substituer à certaines tâches qui étaient dévolues aux hommes et donc leur piquer leur emploi, ou au contraire, l'intelligence artificielle va être le moyen justement de créer de nouveaux emplois, parce que on a toujours observé, d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que chaque avancée technique ou technologique transforme le monde du travail. Il y aura forcément des emplois qui vont être détruits et il y aura aussi forcément d'autres endroits qui seront créés parce que la nouvelle technologie va créer de nouvelles demandes et donc forcément générer de nouveaux emplois. Donc, toutes ces thématiques-là, maintenant, évidemment, lorsque on fait face à ces mêmes réalités-là, intelligence artificielle, risque bactériologique, le bien-être, la volonté d'assurer un bien-être des salariés. C'est la raison pour laquelle donc, les gouvernements, les salariés, les représentants des salariés, les représentants des employeurs se retrouvent ensemble pour discuter de toutes ces nouvelles normes-là qui vont être la base de nouvelles réglementations qui vont aller nourrir les traités internationaux qui, à leur tour, par le biais des ratifications, vont aller enrichir l'arsenal juridique, l'arsenal juridique national. Il y a un auditeur qui dit en quoi c'est bénéfique. Bon, tu avais déjà répondu ça dans l'interview au téléphone, mais je pense qu'il faut reprendre. Il dit en quoi c'est bénéfique. Pourquoi allez-vous dans ces pays dits du Nord pour comprendre les difficultés de la sécurité sociale au Gabon? Non, on ne va pas dans ces pays dits du Nord pour comprendre. Non, il faut comprendre que l'Organisation internationale du travail, c'est un département spécialisé des Nations Unies qui est en charge de toutes les questions liées au travail. Et comme je l'ai dit, la sécurité sociale est un démembrement du travail. C'est parce qu'on a un travail qu'on a droit à une sécurité sociale. Même si aujourd'hui, on élargit le prisme des prises en charge en termes en termes de sécurité sociale, on a élargi le prisme. C'est-à-dire qu'il y a d'autres populations qu'on a intégrées dans le système. Voilà pourquoi on ne parle plus de sécurité sociale aujourd'hui, on parle de protection sociale. C'est-à-dire qu'on intègre à la fois des personnes qui n'ont pas de travail, d'accord, mais qui ont quand même droit à une sécurité. Il y a des personnes qui sont dans le secteur informel, c'est-à-dire qui ne répondent pas en réalité aux conditions de base pour entrer dans un système de sécurité sociale, mais que du fait qu'ils aient un emploi qui leur génère un revenu, on doit quand même les intégrer dans un système de protection sociale. Et puis, il y a aussi toutes les questions liées aux nouveaux aléas. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a l'aléa environnemental, parce que, par exemple, les changements climatiques entraînent des risques aussi sur les populations. Il faut voir cela. Il y a l'aléa technologique, j'ai parlé de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a l'aléa politique ou social. L'aléa politique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a des troubles politiques qui peuvent entraîner des tensions, qui peuvent avoir un impact sur l'emploi et donc créer des... Donc, c'est important d'aller dans celui-là, parce que c'est à Genève que se trouve le siège de l'OIT, et c'est également à Genève que se trouve le siège de l'Association internationale de la sécurité sociale. Et donc, chaque année, les pays membres du système des Nations Unies, il y en a quand même 174, ces pays-là se retrouvent justement pour discuter sur les questions de travail. Maintenant, les discussions se font, comme je l'ai dit, de manière tripartite, c'est-à-dire que chaque groupe, gouvernement, salariés, employeurs,
de manière distincte se retrouvent et font part de leur expérience et définissent ensemble un cadre, dans le bien d'un cadre consensuel, quelles sont les nouvelles réglementations à proposer en fonction de la thématique qui a déjà été choisie d'avance. Et donc ensuite, ils vont confronter leur point de vue à l'ensemble des autres partenaires d'autres continents et d'autres pays. Donc ce qui fait qu'à la fin, donc au bout de la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine, on a maintenant des normes qui ont été validées par l'ensemble des parties qui représentent l'ensemble des gouvernements, des salariés, des employeurs, des Mais pays membres. Est-ce que ces normes que vous validez là prennent en compte les spécificités locales? Oui, c'est là où maintenant les pays, en fonction justement de leur réalité, vont choisir, dans le cadre de la ratification de ces conventions-là, les normes ou les réglementations qui leur intéressent. Comme je le disais, la réalité du travail au Gabon, ce n'est pas la même qu'en Inde, ce n'est pas la même qu'aux États-Unis, ce n'est pas la même qu'au Sri Lanka. Mais il y a une réalité qui est commune, c'est que le travail, c'est quoi? C'est que d'un côté, on a un salarié qui donne sa force de travail en échange, il a un salaire. En face, il a un employeur qui, justement, paie le salarié en échange de sa force de travail. Et d'un autre côté, on a un gouvernement. Le gouvernement qui est là pour réguler, justement, les relations de travail entre les employeurs et les salariés. Ça, c'est une réalité qui est commune. Maintenant, il peut arriver que, forcément, face à dans ces différents pays-là, il y a d'autres réalités qui sont communes. La question du fait que, la question par exemple liée à la rémunération, le niveau de rémunération pour permettre à chaque salarié d'avoir une vie décente, c'est-à-dire de pouvoir se prendre en charge correctement, ainsi que sa famille, d'accord, de pouvoir s'épanouir par le biais du divertissement, par le biais quand on a des congés, on peut voyager, on peut être propriétaire d'un logement. Donc, c'est maintenant tous ces éléments-là qui rentrent en quelque sorte dans le package qui doit être pris en compte dans ce qui va être la norme de la rémunération. D'accord? Il ne faut plus que la rémunération, c'est ça la différence avec le travail décent. C'est-à-dire qu'avant, la rémunération était fixée sur le temps de travail. Maintenant, on dit non. On ne doit plus uniquement se limiter au temps de travail. On doit également prendre en compte tout ce qui concourt à améliorer l'environnement, donc à favoriser le bien-être du salarié. Donc le logement, le transport, l'éducation, la santé, etc. etc. Donc c'est ça vraiment la grande avancée. Et pour que tous ces éléments-là soient pris en charge, c'est là où intervient maintenant la sécurité sociale, parce que c'est son rôle. C'est-à-dire c'est de protéger les salariés face à un certain nombre d'aléas sociaux. Et donc le prisme en termes de protection a été élargi parce qu'on y intègre d'autres éléments tels que le logement, tels que le transport, etc., tels que l'assurance maladie. On élargit le prisme en termes d'offres de soins, c'est-à-dire les pathologies ou les services médicaux qui sont pris en charge par ces systèmes-là sont revus à la hausse, sont élargis. Donc, c'est dans ce cadre-là international, mondial, que se font ces grandes discussions-là. Et derrière, une fois que l'on sort des normes, maintenant, c'est à chaque État de veiller à ce qu'en fonction, comme je le redis encore, de ces réalités, ils prennent ce qu'ils veulent et ils les font appliquer. Et aussi en fonction de son système de gouvernance. Exactement. Parce qu'ils pensent dans des États qui ont un bon système de gouvernance. D'accord. Tous les États ont leur propre système de gouvernance, qu'ils soient bons ou mauvais. Maintenant, il faut juste l'adapter pour que véritablement derrière, les populations soient impactées, donc les salariés et leurs familles soient impactés par ces changements qui ont été décidés lors de grandes conférences comme celle de Genève. Tu avais quelque chose pour l'actualité internationale? Oui, parler rapidement de la conférence internationale sur la paix qui avait été organisée le week-end dernier, le 15 et le 16 juin dernier, en Suisse, dans la station balnéaire de Bergenstock. C'est une conférence internationale qui a été organisée par les Occidentaux, les pays alliés de l'Ukraine. Il y a eu 79 États qui étaient présents. Alors, quand on lit la déclaration finale, on peut retenir trois choses. La première chose, c'est véritablement un résultat qui n'est pas à la hauteur des ambitions qui avaient été affichées par les Occidentaux. Parce que pour eux, il s'agissait en réalité non pas de trouver une issue définitive, un règlement définitif au conflit par le biais de la négociation, mais plutôt c'était un moyen de tenter d'influer sur la communauté internationale afin qu'elle fasse pression,
Quand je dis la communauté internationale, ce n'est pas la communauté occidentale, c'est la communauté internationale dans sa plus large composante, afin qu'elle fasse pression à la Russie pour qu'elle recule en Ukraine, ou qu'elle revoie ses ambitions en Ukraine. Revoir ses ambitions, c'est aux yeux des Ukrainiens, c'est-à-dire revenir aux frontières de 1994, c'est-à-dire quitter l'ensemble des oblasts qui sont occupés par la Russie et reconnaître donc, par le biais de la reconnaissance de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, mais aussi le fait qu'elle ne doit pas empêcher à l'Ukraine de choisir son destin, en l'occurrence entrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Donc, c'était cette volonté de la part des Occidentaux d'essayer d'amener la communauté internationale à essayer de créer un plus large consensus possible au sein de la communauté internationale pour essayer de mettre la pression sur la Russie. Sauf que malheureusement, comme je l'ai toujours dit ici, depuis le 22 février 2022, depuis le 24 février 2022, les choses ont énormément changé. On voit un remodèlement de l'ordre mondial. Et donc aujourd'hui, même s'il y avait la présence de certains pays qui sont des alliés de la Russie, ces derniers ont justement réitéré leur ferme volonté de continuer à soutenir leur allié russe. On en veut pour preuve les pays membres des BRICS, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine étaient présents dans ce sommet pour la paix. Il faut déjà savoir que l'Inde et la Chine avaient émis de sérieuses réserves avant même le début de cette conférence-là. Pourquoi ? Parce que ces deux pays, qui sont des alliés de la Russie, estimaient que si on veut parler de paix entre deux belligérants, il faut justement amener les deux belligérants à se parler entre eux par le biais d'une table de négociation. Vous ne pouvez pas discuter d'une conférence de paix en n'écoutant qu'un seul belligérant et en voulant mettre en avant justement sa position. En l'occurrence ici l'Ukraine. Il faut savoir que le plan de paix en réalité qu'ils sont venus présenter à la communauté internationale et qu'ils ont voulu défendre, c'était le plan de paix qui avait été mis en place par Volodymyr Zelensky et dont on connaît le contenu depuis 2 ans déjà, depuis 2022. Et donc j'ai redonné un peu quelques grandes lignes là. Et puis la deuxième chose, donc ça, évidemment, l'Inde et la Chine avaient donc estimé que ce n'était pas sérieux en réalité. Mais pour ne peut-être pas frustrer les Occidentaux qui étaient à l'origine de l'organisation de cette conférence, ils ont quand même envoyé des représentants. L'Inde a envoyé son ministre des Affaires étrangères. La Chine a envoyé qu'un haut fonctionnaire de son ministère des Affaires étrangères, quelques diplomates. Et donc, parce qu'ils savaient que sous ce format-là, on ne peut pas véritablement dire qu'on allait aboutir à quelque chose de sérieux qui pouvait aller dans le sens de la paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, la communauté internationale, enfin les participants à ce sommet, ont réitéré un certain nombre d'inquiétudes, notamment inquiétudes liées justement à ce conflit-là, des inquiétudes sur la sécurité alimentaire, des inquiétudes sur la sûreté nucléaire, enfin la sécurité nucléaire, des inquiétudes aussi sur, évidemment, le maintien d'un certain ordre mondial, un ordre juridique, c'est-à-dire que le fait qu'ils estiment que la Russie ne respecte pas le droit international, eh bien, ça donne des velléités à d'autres États aussi de s'affranchir de ces règles internationales. Malheureusement, là aussi, ce genre de discours-là ne tient pas la route, puisque dans le même moment, on a un allié indéfectible des pays occidentaux qui s'appelle Israël et qui a toujours marché sur le droit international, qui a toujours bafoué le droit international. Il ne faut pas oublier que Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, lorsqu'il avait délivré un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, c'était pour les mêmes motifs pour lesquels on avait délivré un mandat d'arrêt à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que le fait qu'il ait décidé de déplacer de manière de faire un déplacement forcé de population d'une zone vers une autre, c'est ce que Netanyahou avait fait. Il avait demandé aux populations du sud d'aller au nord, puis finalement il a bombardé le nord pour leur demander ensuite de repartir au sud. Et quand elles repartent au sud, et puis il bombarde encore de nouveau le sud. Donc on est un peu dans cette espèce de déplacement forcé qui est permanent. Et donc c'est la raison pour laquelle le fait de déplacer les populations, c'est une violation du droit international et c'est la raison pour laquelle Karim Khan avait déclenché un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et contre Vladimir Poutine, parce qu'on a accusé Vladimir Poutine d'avoir déplacé des enfants des zones qui avaient été bombardées, aussi bien par les Ukrainiens que par les Russes. Le fait de les avoir déplacés de ces zones-là pour aller les mettre à l'abri en Russie
a été considéré comme une violation justement du droit international. Et c'est la raison pour laquelle on avait envoyé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Ce mandat d'arrêt avait été salué par l'ensemble des pays occidentaux, mais bizarrement, lorsqu'il s'agit de Benyamin Netanyahou, là on a une appréciation plus contrastée. On commence à dire que délivrer un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou, c'est le mettre au même niveau que les leaders du Hamas, parce que aussi certains leaders du Hamas aussi font l'objet de ces mandats-là. Donc, on a ce message-là qui n'est plus audible, à savoir que le fait de dire que la Russie ne respecte pas le droit international, et donc ça met un peu en danger la paix mondiale, ça ne passe pas, parce que les Occidentaux aussi, dans la longue histoire des Nations Unies, on ne compte plus le nombre de fois où les pays occidentaux ont violé les dispositions du droit international. Et donc ce message-là ne passe plus. Et ça se voit sur le communiqué final. Il faut savoir que sur les 79 pays qui étaient présents lors de cette réunion-là, il y a à peu près 70 ou 72 qui ont ratifié le communiqué final. Tous les pays membres des BRICS, donc l'Arabie Saoudite, qui est déjà membre des BRICS depuis le mois de janvier dernier, et qui doit abriter, elle aussi, un sommet sur la paix, notamment pour le conflit en Ukraine. Mais là-bas, il est clair que la Russie sera présente. Maintenant, si la Russie est présente, est-ce que l'Ukraine viendra? Ça aussi, c'est peu probable. Et donc, ce qui va faire on reste encore dans la position d'un langage de sourds, d'autant plus que Volodymyr Zelensky est venu réitérer sa position, qui est en fait la position des pays occidentaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix à négocier là maintenant tant que la Russie ne se retire pas des territoires qu'elle occupe. Et donc, elle ne respecte pas la souveraineté du territoire ukrainien. Or, la Russie dit que pour que la guerre cesse, de son point de vue, il faut que les Ukrainiens rendent les armes et renoncent à entrer, notamment dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et renoncent aux territoires qui ont déjà été occupés par la Russie après son offensive du 24 février 2022. Donc, on est dans des positions totalement aux antipodes les unes des autres, et donc qui font qu'aujourd'hui, l'Ukraine continue, par le biais des pays occidentaux qui le soutiennent, il faut savoir qu'ils ont décidé de fournir une rallonge de 50 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine pour continuer sa guerre, alors que de l'autre côté, on a la Russie aussi qui, bien entendu, renforce ses relations stratégiques dans le cadre justement de la poursuite de cette guerre-là, notamment avec des alliés tels que la Corée du Nord, dont on sait que c'est l'un des grands fournisseurs, notamment en obus pour l'armée russe. Donc, on est dans ce paysage-là où on est... en fait, il faut comprendre que cette conférence sur la paix, ce n'était en réalité une conférence pour soutenir l'initiative ukrainienne pour la paix. Ce n'était pas une conférence pour la paix au sens où on entend, ou dans la mesure où on veut amener les deux parties protagonistes à discuter sur une issue politique et définitive du conflit. Non, il s'agissait en réalité, pour l'Ukraine et de ses alliés, de vouloir essayer de faire peser ou de convaincre une majorité de pays membres du système des Nations Unies à adhérer à leur vision de la paix, de la paix en Ukraine, pour par la suite essayer de faire une pression politique et diplomatique sur la Russie. Malheureusement, de ce point de vue, étant donné que les pays véritablement qui ont la capacité de pouvoir influer sur la Russie n'étaient pas présents ou n'ont pas paraphé le communiqué final, ça prouve malheureusement que cette tentative a encore été une tentative beaucoup plus politique et de communication qu'autre chose, et que dans les faits, ça ne changera absolument rien sur le terrain. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va faire un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.